Bonjour à toutes et tous, Samuel Goeta, cofondateur de Data Activist. J'ai l'honneur d'animer cette table ronde. Peut-on vraiment associer les citoyens à la gestion des données? Le but de cette table ronde, c'est un peu de sortir d'une vision simpliste de la participation citoyenne appliquée à la gestion des données. Simpliste parce qu'en fait, c'est pas forcément une fin en soi, c'est pas forcément un bien en soi, quelque chose qui on pourrait invoquer, le fait d'associer les citoyens comme quelque chose qui va résoudre tous nos problèmes et qui ne nécessiterait aucune justification. Simpliste aussi parce que on va pas vous dire que c'est forcément quelque chose qui est simple. Comme a dit Coldplay, nobody said it was easy. Je vous laisse le chantonner dans votre tête et avoir ça en tête toute la journée. Ça, c'était voilà, pour bien commencer. En fait, le genre de question qu'on va se poser, c'est à quel moment c'est utile d'associer les citoyens à la gestion des données. Comment on fait, qu'est-ce que ça change à une stratégie data, IA, d'associer les citoyens, puis qu'est-ce que ça va apporter, puis quelles en sont les limites. Pour y répondre, on a un panel composé de médiateurs, de responsables de la gestion des données et aussi d'élus territoriaux qui vont répondre à ces questions. Alors tous n'ont pas nécessairement associé les citoyens à la gestion des données. Ça nous a paru important parce que associer les citoyens à la gestion des données, comme j'ai dit, c'est pas forcément une fin en soi et c'est plutôt l'exception que la règle et la norme habituelle. Et donc pour y répondre, on a un panel que je vais vous présenter. Donc on a Caroline Guyot qui est directrice citoyenne du Elf Data Hub. C'est par ordre alphabétique, hein. Vous pouvez lever la main. On a Pierre Janin qui est conseiller municipal délégué au numérique et à l'innovation à la ville de Rennes. On a Jérôme Tréhardy qui est conseiller régional délégué au numérique et à la cybersécurité de la région Bretagne. On a Manu Reynaud qui est adjoint au maire de Montpellier et de la métropole, délégué au numérique et plein de choses qui sont assez longues à énumérer. Et donc on doit avoir un temps assez court pour... j'ai oublié Léa, excuse-moi. J'étais en train de dire, excuse-moi Léa. Et Léa Rogliano, qui est Citizen Panel Coordinator, chercheuse en éthique de l'IA au FARI. À Bruxelles et qui vous présentera aussi ce qu'est le FARI. Je suis désolé Léa, je me suis dit... C'est le matin et c'est pas ce qui me réussit le mieux. On a un temps assez court, 50 minutes, 5 intervenants et on va avoir en gros 3 temps. Un premier temps sur comment se fait le déclic d'associer les citoyens à la gestion des données dans une organisation, dans un parcours personnel. Le deuxième temps, ça va être en fait de décrire concrètement ce que ça a été d'associer les citoyens à la gestion des données. Donc on va revenir sur différentes actions que vous avez pu entreprendre. Et après, essayer de tirer un certain nombre d'enseignements. Le but, c'est que ce soit une vraie table ronde dans laquelle il y a de l'échange et du débat, mais je vous fais plutôt confiance vu les échanges qu'on a eus en préparation. Par contre, je vous couperai un petit peu parce qu'il va falloir 50 minutes, 5 intervenants, 3 temps, tout ça, ça va être un peu compliqué. Et je vais essayer de garder 10 minutes avec la salle. On va commencer par la première question, c'est comment s'est fait le déclic pour associer les citoyens à la gestion des données. Et Léa, si ça te va, on peut peut-être commencer par toi, parce que ça aussi s'inscrit dans un parcours personnel, dans une volonté aussi du FARI, d'associer les citoyens dans tous ces projets. Absolument. FARI, c'est un institut interuniversitaire belge, bruxellois, qui a été créé il y a à peu près 2 ans et demi, 3 ans. Et dès le départ de la création de l'institut, il y a vraiment eu la volonté d'intégrer les citoyens, ce qui est assez original dans un institut de recherche en IA, data et robotique. Et cette volonté-là, c'est vraiment pour arriver à une innovation, on va dire, soutenable, avec les objectifs voilà, d'acceptation sociale, d'innovation sociale, et qu'on soit sûr que les innovations sont au service du bien commun, donc au service de la société. Et tu voulais que je revienne un peu sur mon parcours personnel? Si ça te dit. Ouais. Eh bien, moi, j'ai un parcours assez atypique. J'ai été artiste pendant 20 ans, notamment en art digital, où je me suis intéressée pendant quelques années à la neutralité du net et aussi à la Corée du Nord, où j'ai fait une étude assez longue sur ce que je pensais être les devenirs de l'Internet et de sa gestion. Et puis ensuite, j'ai fait... de l'éthique du numérique et tout ça, donc je pense dans ce parcours m'a mené aujourd'hui à avoir beaucoup voyagé, beaucoup rencontré des gens et fait des œuvres d'art pour parler aux citoyens. Je pense que c'est pour ça aujourd'hui que je fais ça, c'est parce que j'aime parler aux gens de terrain et à tout type de personnes sur les enjeux du numérique qui sont tellement importants dans nos vies.
Merci Léa. Je vais passer la parole à ta voisine, à Caroline Guyot, parce que toi aussi, ça s'inscrit, cette idée d'associer les citoyens à la gestion des données, dans un parcours personnel et aussi dans des volontés du Health Data Hub d'associer fortement les citoyens. Oui, pour moi, ça a complètement du sens. Alors, je suis sociologue de formation et j'ai passé plusieurs années au sein d'une association de patients pour porter en son sein des études sociologiques. En gros, aller interroger des gens, donc des études qualitatives ou plutôt quantitatives, pour mieux mesurer leur qualité de vie, comment ils vivent la satisfaction de l'utilisation de leur dispositif médical, etc. Et puis, dans ce cadre-là, donc, par ces études étaient portées auprès de la Haute Autorité de Santé pour pouvoir en tout cas, alimenter les réflexions, notamment sur le remboursement, par exemple, d'un dispositif médical. Et lors de ces occasions et lors de ces rendus, la Haute Autorité de Santé me disait c'est mignonnet comme petites études sociologiques avec vos petits retours qualitatifs et les verbatims, mais tout ça, ce n'est pas bien sérieux. Ils ne me l'ont pas dit comme ça, rassurez-vous. Mais en tout cas, c'est comme ça que je l'ai pris, très susceptible que je suis. Et je leur ai dit, très bien. Je vais revenir avec des chiffres, puisqu'a priori, c'est ce qu'il faut et c'est ce qui parle, même si j'en avais déjà par les études quantitatives. Et donc, j'ai toqué à la porte de l'assurance maladie en leur disant, mais finalement, moi, j'ai des études et finalement, on me reproche d'une certaine façon de porter uniquement la voix des adhérents, ce qui n'était pas du tout le cas, puisque certaines de ces études étaient faites sur les réseaux sociaux, etc. Mais ce n'est pas très grave, c'est de la stigmatisation liée aux associations de patients. Et l'assurance maladie a fait quelque chose de formidable. Elle m'a fourni quelques indicateurs clés qui me permettaient de comparer ma propre population à celle finalement utilisatrice par exemple de ce dispositif médical. Et tout d'un coup, le paysage s'est assez transformé et les discussions se seront transformées avec notamment la Haute Autorité de Santé. Tout ça, dans quel univers ? Dans un univers où je ne connaissais rien au sujet, en vrai, des données de santé, où je ne connaissais rien au système national des données de santé, où l'utilisation secondaire des données de santé me paraissait assez floue. Et puis, j'ai eu cette opportunité que d'intégrer l'ES Data Hub avec une direction qui s'appelait la direction citoyenne qui, à ce moment-là, n'avait pas encore engagé quelques actions que ce soit. Et donc, je me suis dit, en fait, en intégrant l'ES Data Hub, qui est une structure publique qui vise à améliorer, à permettre à des porteurs de projets d'accéder aux données du système national des données de santé, c'est-à-dire les données issues du remboursement de l'assurance maladie, j'ai mis en place un ensemble de services qui pouvaient aider et répondre aux besoins des associations de patients, c'est-à-dire les besoins qui étaient les miens lorsque j'y étais, à savoir être mieux formé sur ce qu'est l'utilisation des données, notamment pour la recherche, avec une démarche la plus pédagogique. L'idée, c'est pas d'être scolaire, c'est de pouvoir embarquer les personnes dans la compréhension qu'elle est la leur et de les accompagner jusqu'au bout. C'est de mettre en place, par exemple, le dispositif de requête à la demande, qui est de vous pouvez le doigt, exiger quelques indicateurs clés qui vous permettent, vous, d'alimenter aussi vos propres travaux. J'en dis pas plus là-dessus, mais ça donne à voir juste de la continuité de comment, en fait, j'ai pris le sujet de intégrer les patients dans la question de l'utilisation secondaire des données de santé, donc les données pour la recherche. Alors, je vais passer la parole à quelqu'un qui connaît bien ces questions de données de santé dans une autre vie, à Pierre Janin. Vous, ça a été quoi le déclic pour associer les citoyens à la gestion des données à la ville de Rennes ? Moi, je vais raconter mon histoire aussi. Moi, j'étais pas. C'est mon premier mandat là, dans lequel je suis en train d'exercer. Et on m'a demandé à la dernière minute de joindre la liste de la candidate qui a été élue. Et je me suis retrouvé du jour au lendemain élu au numérique. Et j'avais vu que dans le programme, il y avait une petite ligne. Là, c'était le programme du numérique qui était assez court. Il y avait 10 lignes. C'était assez simple. Donc, c'était les engagements sur lesquels je devais travailler pendant mon mandat. Puis, il y avait une petite ligne assez simple qui était lancer une démarche citoyenne autour de la 5G. Et donc, je m'étais dit, oulala, 5G. Tout le monde m'avait dit autour de moi, tu vas voir. Ma femme, je suis un peu comme Colombo, j'écoute beaucoup ma femme. Et ma femme me dit, oula, 5G, oh là là, c'est le sujet piège, là, tu vas morfler, tu vas souffrir. Et je m'étais dit, je vais les faire hyper tranquillement, je vais étaler ça sur 2-3 ans, je vais voir tout le monde, on va discuter, je vais aller tranquille. Et puis, première réunion avec la maire de Rennes, première réunion début septembre, là, parce que c'était... Voilà, on n'avait pas eu pendant l'été. Puis elle fait un petit tour de table, on se présente, et puis elle se tourne vers moi, elle me dit, Pierre, il faut que tu commences la démarche citoyenne sur la 5G, et puis tu as 3 mois, égaux, puis elle passe au suivant. Et donc je me suis retrouvé finalement à lancer une démarche de concertation citoyenne, où la question était quel sens ça a d'un déploiement massif de la 5G sur le territoire rennais.
Et donc, quand on a ça dans les mains, on se dit, on va travailler avec des gens qui connaissent le sujet. Donc, j'ai été voir des spécialistes. J'ai appelé la CNDP et puis on a commencé à faire cette démarche de consultation citoyenne. Et pour moi, c'est une révélation de méthode, une révélation méthodologique. Je pense que je n'ai aucune leçon à donner à qui que ce soit. Hein. Vous l'avez dit, tout ça, on est très modeste dans nos façons d'aborder les sujets et de les résoudre. Mais pour moi, la méthodologie basée sur la démocratie participative est une super méthodologie en tant qu'élu, élu représentant du peuple. Et donc moi, je crois beaucoup à la démocratie participative, beaucoup plus que la démocratie représentative. On le voit bien avec les crises démocratiques qu'on a en ce moment. Et donc ça a vraiment été une révélation et qui m'a donné ma méthodologie en tant qu'élu de construire une politique du numérique. Alors vous, le déclic, ça a été plutôt la 5G. Manu Reynaud, vous m'avez dit que plutôt votre déclic, ça a été au Forum des Interconnectés. Oui, j'en profite pour saluer Francky Trichet, président des Interconnectés et vice-président de Nantes Métropole. Oui, ça a été au Forum des Interconnectés. Alors ça, c'est un déclic personnel par rapport à l'intelligence artificielle. Il y avait une démonstration de Copilot de Microsoft. Pour ceux qui connaissent Microsoft Office 365, Word, Excel, Co. Et évidemment Teams. Et ils étaient en train de faire une démo de Copilot, c'est-à-dire grosso modo le chat GPT de Copilot. Et cette démo, elle était bluffante. Hein. Vous faites plein de choses, vous faites les comptes rendus de réunion. On était en mars 2023. Hein. Donc tout ça n'existait pas, puisque finalement elle a été produite en novembre de la même année. Et elle commence un peu, du moins en France, à se mettre en place. Mais en fait, la révélation, ça a été de se dire que ça allait attaquer, à la différence de chat GPT, qui commençait déjà à avoir une certaine publicité, ça allait attaquer les bases de données des entreprises, des collectivités locales. En fait, l'intérêt tout de l'IA générative. Et moi, ça m'a fait peur, parce que très franchement, quand j'ai vu ça, et je sais que c'était mes premières rencontres d'ailleurs avec Francky, avec Pierre, pour moi, il y avait un état d'alerte absolu. Parce que je vous le dis très franchement, moi j'ai vu Skynet. Clairement, j'ai vu Skynet parce que dans les projections, évidemment, quand on s'attaque aux données, quand ChatGPT, il y a plein de choses, on pourra en rediscuter, mais ça scrape le web émergé. Donc, si vous voulez, mais quand vous attaquez aux vraies données, que ce soit les données personnelles, les données confidentielles, enfin, ce qui fait la valeur d'une entreprise, d'une collectivité locale, d'un service public, là, on passe à une autre donnée. Du coup, directement, j'ai échangé avec mon président, Mickaël Delafosse, président de la métropole, et je lui ai dit, il faut qu'on crée un débat public sur cette question-là, et pour créer le débat public, on va dire, et on va interdire ChatGPT pour l'usage de nos agents et de tous ceux qui travaillent avec nous. Voilà, l'idée, c'était avant tout de créer un débat public. Ça a été fait aussi à Sciences Po, mais ça nous a permis justement de déclencher une démarche, de réunir des universitaires, des chefs et des chefs d'entreprise, et on a réuni une vingtaine de personnes, donc on a créé un comité territorial de l'intelligence artificielle pour nous dire c'est quoi vos précos. Parce que tu parlais de déclic, là le déclic collectif, c'est qu'à un moment donné, on est en mars 2023, il y a des articles de presse, Elon Musk avec un nouveau délire a fait signer, annonce un moratoire sur l'intelligence artificielle, je ne sais pas si vous vous souvenez du cas, c'était un peu délirant, mais enfin c'était l'actu. Le G7 se soumet à créer un groupe de travail sur l'IA générative, on nous annonce la fin de la démocratie et la fin de l'emploi, c'est quand même un souci, et donc à ce moment-là, effectivement, il y a dans le collectif, ça continue à durer, on a tous été épidémiologistes, on finira tous data scientists, au moins dans les bistrots ou dans les repas entre amis. Mais à partir de là, ça crée une défiance, et c'est vrai qu'en tant qu'élu, de façon générale, on se doit à un minimum, quand face à une défiance, d'essayer d'y répondre. Et quand on ne sait pas y répondre sur le fond et vers où on va, on y répond sur la méthode. Et quand on a réuni ce comité territorial de l'IA, la première préconisation de professionnels qui travaillent depuis des années sur l'IA, que ce soit dans la recherche ou dans des solutions applicatives, ça a été de dire faites une convention citoyenne parce que ça concerne tout le monde. Voilà. On verra sur le détail de comment cette convention a fonctionné, qu'est-ce qu'elle a préconisé. Jérôme Tréhardy, vous, le cas est assez différent parce qu'au sein de la région Bretagne, sur votre feuille de route Data IA, vous n'avez pas associé les citoyens, et on s'est dit au sein de Data Publica que c'était encore plus intéressant de vous entendre parce qu'en fait, comme je le disais au début, c'est pas forcément simple, c'est pas forcément approprié d'associer les citoyens dans certains contextes, et c'est aussi dû à la spécificité de l'institution régionale.
Oui, alors déjà bonjour à toutes et à tous, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Alors avant de revenir un peu sur les spécificités, je vais me permettre aussi de partager un petit peu pourquoi ce sujet de la donnée est importante pour le Conseil régional et pour ma délégation. Déjà de dire que j'ai un parcours assez similaire de celui de Pierre, alors on ne vient pas du même univers, mais je suis issu de la société civile, donc c'est un premier engagement politique que ce mandat. Donc je suis élu sur tous les sujets un peu du numérique, notamment la cybersécurité de la donnée. Et une des choses qui m'a énormément marqué lors des élections, c'est ce que Pierre a expliqué, hein, c'est ce moment de crise démocratique qu'on vit. C'est-à-dire que globalement, il y a eu 35% des citoyens qui sont allés voter pour les régionales. Et ça m'a énormément interpellé. Et donc, quand on prend un engagement politique, quand on est issu de la société civile, forcément, il y a au cœur cette réflexion autour de la relation aux citoyens. Alors effectivement, on n'est pas une collectivité qui a une granulométrie suffisamment fine, suffisamment proche du terrain. C'est une des choses qu'on peut parfois peut-être même regretter quand on est juste élu régional, qui nous permet d'être plus proche du citoyen. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement important pour nous de travailler en coopération, ce que je fais avec grand plaisir avec Pierre. C'est pour ça que je suis très content qu'on puisse partager cette table ronde pour témoigner aussi de l'importance que même quand on est dans une collectivité un peu éloignée, on se doit de pouvoir coopérer avec les différentes strates, les autres strates de collectivités qui peuvent permettre d'avoir cette démarche-là et de co-construire ensemble nos réflexions autour de ces sujets importants. Et donc je repasse ce sujet je reviens sur ce sujet de ce qui m'a marqué sur la crise démocratique, et je me suis dit que le numérique, et c'est une conviction qui est partagée par le président de région Loïc Chenet-Girard, que le numérique, et notamment la donnée qui nous intéresse aujourd'hui, et puis l'IA également, mais tous ces sujets-là sont un moyen aussi de pouvoir raccrocher aux citoyens. Et donc l'action que le déclic, si c'était un peu ça la question, c'est vraiment ça, c'est d'avoir la conviction que c'est un enjeu de pouvoir, de savoir, et donc c'est important de pouvoir aussi redonner la lisibilité à l'action publique dans un moment où le citoyen va douter de cette action, où on se fait ringardiser, excusez-moi du terme, un peu provocateur, mais par les GAFAM, les BATX, on voit bien notamment Google. Moi je suis assez marqué de à quel point Google dans les territoires fait un énorme travail de lobbying, où en fait globalement on enlève le logo de Google et on met le logo de la région Bretagne. Moi j'ai fait ça, hein, et on pourrait faire exactement la même chose. Donc je suis assez marqué de ça, et donc c'est pour ça que pour moi l'action qu'on mène est une action qui est très centrée sur cette partie citoyenne. Et puis l'autre chose que je voulais dire aussi, c'est que sur tous ces sujets un peu à la mode, hein, l'intelligence artificielle, la donnée, les crypto-monnaies en son temps, la blockchain, enfin toutes ces choses-là, il faut aussi, je pense que la parole politique, elle ne va pas tout résoudre, et je suis très humble dans la strate de régionale, en fait, où on est limité dans notre action, mais en tout cas, on peut aussi, par la parole politique, interpeller et faire réfléchir. Et je pense que sur ce sujet de la donnée, le rapport qu'on peut avoir aux citoyens aussi, c'est ce rapport en prenant des décisions et une parole politique, de pouvoir aussi le faire réfléchir. Et notamment, je prendrai comme exemple un peu à côté, mais j'ai pris la décision en concertation avec le président de région d'interdire l'usage de TikTok à la région Bretagne dans la communication. Je vous rassure, c'est pas ça qui va empêcher quoi que ce soit, et la Terre continue de tourner, et c'est très bien. Mais ce que j'ai fait à travers ça, c'était aussi de pouvoir interpeller le citoyen. Et donc je pense aussi que dans les décisions politiques qu'on peut prendre, les stratégies qu'on peut poser, au-delà de l'effet immédiat, c'est aussi ce que ça permet de donner à avoir. Donc voilà à peu près la façon dont on aborde, enfin en tout cas j'aborde cette question-là. Merci Jérôme. Alors on va passer à la deuxième partie en fait de cette table ronde. C'est un peu plus de décrire concrètement ce que vous avez fait, les actions que vous avez entreprises pour associer les citoyens à la gestion des données. Alors je voulais revenir vers Caroline Guillot, peut-être raconter tout ce que vous faites au sein du Health Data Hub. Vous avez parlé de requêtes à la demande. On avait aussi parlé du travail que vous faites avec les associations de patients, notamment France Asso Santé. Donc décrire un peu concrètement ce que ça prend comme forme. Oui, je peux résumer donc très rapidement ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est pas très innovant en fait. C'est la requête à la demande, c'est ce que je disais, c'est permettre à une association d'accéder à quelques indicateurs chiffrés qui vont bien pour alimenter leur propre plaidoyer. En quoi c'est important d'abord pour eux? Je l'ai précisé à travers un exemple. C'est lorsqu'ils portent des études avec ces chiffres-là, c'est beaucoup plus robuste parce qu'ils peuvent comparer leur population à eux et
puis celle qui est pour le coup suffisamment exhaustive. Mais pour nous, qu'est-ce qui est intéressant? Est-ce que c'est qu'ils accèdent à ce chiffre? Pour nous, Health Data Hub, donc cette structure publique, je le rappelle, d'accès aux données, on accompagne des porteurs de projets à accéder à ces données. C'est qu'on leur permet en fait de ne pas être dans la démesure. On leur permet en fait juste d'exister, d'avoir des chiffres, parce qu'en fait, pour accéder aux données dont je vous ai parlé, c'est des gros protocoles d'études, ça prend du temps, il faut se monter en équipe recherche, et c'est juste pas évident. Et quand vous avez juste besoin d'un petit indicateur que vous ne trouvez pas en open data, ou quand on va vous dire, comme on l'a déjà fait, allez voir dans la littérature, mais la littérature n'est pas exactement toute jeune, elle n'est pas exactement le chiffre là, maintenant. Donc là, il y avait un loupé, il y avait un manque, et là, on y répond. Mais surtout, et c'est ce qui me semble le plus important, et c'est aussi un message, ça nous permet, nous, de les accompagner à comprendre ce qu'est l'utilisation des données pour la recherche. Je vais le dire très simplement. Ça les sort juste de l'idée qu'il suffit d'appuyer sur un bouton pour obtenir un chiffre. Ça ne se passe pas comme ça et on les engage dans une forme d'acculturation. Et je suis très modeste en ce domaine parce que moi, pour le coup, j'ai mis bien longtemps à comprendre de quoi il s'agissait. Et même encore aujourd'hui, en étant au Health Data Hub depuis quasiment 4 ans, je ne suis pas certaine de pouvoir dire précisément ce que c'est. Il faut être assez humble en ce domaine, d'où l'importance de les accompagner. Et je voudrais juste rebondir sur autre chose. Donc j'ai parlé des formations, très bien. Alors, pour l'anecdote sur les formations, quand j'ai voulu lancer les formations pour les aider, on m'a dit, mais tu ne vas pas refaire ce qui existe déjà. Il y en a des formations sur le système national des données de santé. Alors, j'ai ouvert ces formations. Et alors là, j'ai vu quelque chose qui m'a complètement déplu. J'aurais dit, mais ce n'est pas des formations pour les citoyens, parce que moi, m'accompagner avec le SNDS, le CEPIDC, le PMSI, là, j'aurais dit, franchement, je suis complètement absente. Je ne vais pas vous écouter. De quoi a besoin le citoyen? Le citoyen, dans ce cas, c'est moi. Il a juste besoin d'une chose. Lorsque je vais chez mon médecin, il se passe quelque chose. Je lui dis que je vais mal, que mon chien est mort, que je ne sais quoi. Je lui donne ma carte vitale et là, il se passe quelque chose. J'ai une ordonnance, je file à la pharmacie. Quand je vais à la pharmacie, on me donne le médicament qui est sur l'ordonnance. Hop, et je prends de l'homéopathie aussi. Et tout ça. Et à la fin de cette histoire, il se passe quoi? Où sont les données du système national des données de santé? De quoi parlons-nous? Et c'est avec ces histoires simples, que peut-être parfois un peu niaise, mais en fait c'est l'histoire de nos expériences de vie, qu'on peut expliquer et qu'on peut embarquer les personnes à comprendre et à être intéressées par un sujet dont elles se sentent parfois un peu éloignées ou alors sur lesquels elles ont énormément de préjugés et dont il faut pouvoir se départir. Et juste, je rebondis donc sur le dernier point qui a été mentionné, et je pense que c'est l'action la plus forte qu'on a mise en place, parce qu'en fait, moi, je me suis fait chahuter dans ce même dispositif, celui des concertations dites citoyennes, enfin au sens large. On a voulu mener une conférence de consensus. La conférence de consensus, c'est vous réunissez un ensemble de citoyens et puis vous leur demandez à la fin un avis sur une question donnée. Là, en l'occurrence, pour nous, c'était l'utilisation secondaire des données de santé. Quand j'ai mené, et en toute transparence, et bien que ça ne me met pas beaucoup en valeur, quand je l'ai mené, j'avais beaucoup de doutes. Je me suis dit, oui, c'est un peu artificiel quand même tout ça. Est-ce que c'est pas finalement pour à la fin réussir à donner la réponse qui serait la mienne, tout va bien dans la question du partage des données de santé. En fait, faire cet exercice, faites-le une fois, peut-être que vous l'avez déjà fait, et on aura exactement la même expérience. On se fait embarquer, on se dit, OK, le sujet est ici, c'est pas tant d'obtenir la réponse qui est importante, c'est ensemble de dialoguer et de construire la narration qui va bien vis-à-vis d'un sujet sur lequel, en fait, il n'y a pas eu de construction collective et de récit collectif, et particulièrement sur l'IA. Et pour petite anecdote, mon sujet, c'était sur le partage des données de santé dans la recherche. On a fait une matinée complète avec des cas d'usage sur les données de santé pour la recherche, un week-end entier. À la fin du week-end, la majorité des recommandations portaient sur quoi? L'utilisation des données de santé pour le soin. Et pour moi, j'en suis ressortie avec un élément et une conclusion essentielle, c'est qu'il faut qu'on arrête, nous, notamment institutions publiques, d'imposer nos propres définitions des données de santé aux citoyens, mais d'endosser leur représentation holistique du sujet des données de santé et de faire avec, si on a envie qu'il soit, et là je réponds à ta question générale, embarqué dans le sujet qui est le nôtre. Le nôtre, je parle plus de moi, l'utilisation des données de santé pour la recherche. Donc ça, c'est vraiment les services, donc les points qu'on met en place et l'importance de faire de la place au dialogue, et en particulier lorsqu'on est une structure publique. Alors je vais passer la parole à Léa Rogliano, parce qu'il y a un lien en fait, entre ce que vous faites aussi au sein du FARI avec les data walks, avec l'idée d'ancrer les données dans le quotidien pour qu'ils prennent conscience des enjeux de la gestion des données. Je vais peut-être essayer de partager un visuel. Alors si tu veux qu'on commence par les data walks ou par le jury. C'est sûr que nous, on a un institut de recherche, donc la passation du savoir, en tout cas, c'est vraiment notre cœur d'activité. Donc, on a
une première mission, c'est de faire collaborer les citoyens, les Bruxellois, avec les projets de recherche. Et ça, c'est déjà un monde en soi, puisque la plupart des chercheurs qui travaillent en IA, en data et en robotique, n'ont pas le modèle, en fait, pour savoir comment s'adresser et comment travailler opérationnellement avec des citoyens. Donc là, nous, déjà, on met des méthodologies en place pour rendre ce dialogue plus facile, pour essayer de le faciliter. Et puis la deuxième action qu'on a, c'est en tant qu'université, c'est le partage du savoir. Et là, les Data Walk rentrent dans cette volonté-là. La Data Walk, à la base, ça a été un format qu'on a pris dans nos laboratoires de recherche qui s'appelle Spectre. Et l'idée, c'est de prendre des petits groupes de citoyens et de les emmener en promenade dans la ville, dans l'hypercentre de Bruxelles, et de leur montrer très concrètement où sont les points de collecte de données. Alors ça va être les antennes 4G, ça va être les bornes de recharge électriques de voitures, ça va être les caméras NPR, ça va être les poubelles connectées, ça va être les lampadaires connectés. Tout l'IoT, tout le mobilier et toute l'infrastructure qui est invisible pour la majorité, et quand je dis majorité, c'est peut-être 99,5% des habitants du numérique dans notre espace public. Et donc, là, vous voyez, il y a des groupes et on marche, on discute, on apporte du contenu et les gens posent leurs questions. Ça dure environ 1 heure, 1 heure et demie. Ce format-là a eu un succès énorme. On le donne autant pour des groupes de citoyens que pour des ambassades, que pour toutes nos administrations publiques, pour nos universités. Et les retours sont toujours les mêmes. C'est on n'avait pas conscience du tout à aucun moment et on a une vision de la ville complètement différente. Ça, c'est une première chose qu'on fait. Ensuite, on a aussi, on donne des bourses chez Fari pour nos laboratoires de recherche de 40 000 € en gros, pour que soit ils ajoutent un volet de participation citoyenne à leur recherche en cours, soit ils écrivent un projet où la participation citoyenne, où la science citoyenne est centrale. Et là, ici, on a eu un premier projet lauréat qui nous a présenté un jury citoyen qui était sur les enjeux du partage de l'énergie en temps de crise. Donc le but, c'était de leur faire imaginer, il y a eu 20 citoyens tirés au sort qui sont venus, et on leur a demandé de comment coder l'IA qui devrait distribuer l'énergie de façon éthique pour eux en temps de pénurie. Et donc là, on a eu des premières recommandations qui ont été émises, des recommandations éthiques, et il y aura un protocole justement d'implémentation pour les codeurs, voilà, pour ce projet-là. Et on a aussi des projets, le second projet à venir, c'est un projet sur la robotique soutenable, et ça va être une consultation vraiment des réseaux des administrations publiques et des associations de citoyens sur qu'est-ce que c'est que la robotique soutenable, en quoi ça pourrait être utile pour vous ou pas. On intègre, et ça c'est toujours important, on intègre toujours le ou pas dans notre question. Est-ce que tu... Voilà. Ouais. Oui, en gros, Ouais, très bien. c'est ça. Cette méthode du tirage au sort, vous l'avez expérimentée aussi, Manu Reynaud, à Montpellier avec la Convention citoyenne sur l'IA. Oui, complètement. Enfin, on a fait appel à une entreprise de panélistes qui nous a sélectionné 40 citoyennes et citoyens avec un certain nombre de critères, évidemment, le territoire, les tranches d'âge, les professions et la représentation du territoire, puisque c'était à l'échelle de la métropole. Alors, juste petite précision, moi je considère que cette convention citoyenne, c'est déjà une convention citoyenne d'un territoire, c'est une photographie à l'instant T, c'est ça qui est intéressant, parce que, évidemment, la vision de la chose va progresser. C'est quelque chose qu'on a fait d'ailleurs, Jacques Priol était là avec Data Publica pour le coup qui nous a accompagnés, Civiteo, le cabinet Civiteo qui nous a accompagnés. On a mis des gros moyens sur cette convention citoyenne et c'est tout un travail qui a été fait et je voudrais compléter par rapport à ce que tu disais justement sur cette démarche. Il y a aussi un souci de légitimation. On parlait de parole publique, mais la légitimation est importante. Alors évidemment, le président de la FOS, Michael Delafosse, président de la métropole, avait dit que ça serait mieux que ça aurait été bien que ça soit mis en place à l'échelle nationale. Il se trouve que le président de la République, je crois, a eu quelques déconvenues
avec la précédente convention citoyenne, tout au moins celle sur le climat, et que ce phénomène de légitimation a plutôt politiquement eu beaucoup d'intérêt pour tous nos concitoyens et pour les politiques publiques en général, mais peu politiquement pour le président. Mais je pense que ce souci de légitimation, il est extrêmement important parce que à partir d'éléments qu'on arrive, tu parlais de conférence de consensus, mais une convention citoyenne de fait, c'est comme ça, parce que c'était une conférence de consensus sur un certain nombre de choses, sauf sur un point où il n'y a pas eu consensus, c'est sur la question des libertés publiques. Et là-dessus, c'est même le seul élément où il n'y a pas réussi, et c'est un point d'attention, parce que derrière, évidemment, il est disponible sur le site de la métropole, mais c'est un document qui est intéressant, qui est simple, qui est facile d'usage, avec des priorisations qui ont été mises, une IA utile. Alors après, on a peu de temps, donc on ne va pas rentrer dans les détails, mais déjà de se poser la question de ce qu'est une IA utile, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la question de l'impact environnemental. Voilà, ça c'est prégnant, c'est aussi le regard d'une société à un moment donné sur une techno. Alors je précise quand même que c'est intéressant que pour une techno qui n'est certes pas nouvelle, mais dont l'usage à cette échelle est nouveau, lui, c'est intéressant que pour la première fois dans l'humanité, on se préoccupe de l'impact environnemental, contrairement à d'autres sur lesquels on pourra avoir une influence très rapide et qui est beaucoup plus difficile à avoir. Voilà, ça c'était pour le dire quand même, ça ne coûte rien, mais ça fait plaisir. Mais en tout cas, c'est super important et ça c'était prégnant dans les discussions sur l'impact environnemental. Et après, pour revenir aux questions qui nous derrière, qu'est-ce qu'on en fait? Toute la question de la formation et de l'acculturation. Et ça, c'est essentiel. Et évidemment, on va revenir sur le fait que c'est pas enseigné, que finalement le numérique. Alors, je parle à côté d'élus au numérique, Franck Trichet à Nantes, Pierre Janin à Rennes et toi en Bretagne. Bon, nous, on est des élus qui passons notre temps à dire le numérique, c'est politique. Bon alors, vous me direz, quand vous avez la délégation au cimetière, vous pensez que les cimetières c'est politique aussi, et vous n'avez pas tort, parce que fondamentalement dans les cimetières, il y a toute la vie, il y a toute l'organisation de la société, mais le numérique c'est ce qui organise notre société. Et on a trop tendance à le neutraliser, parce que quand on parle d'outils, déjà que vous avez un outil c'est neutre, donc c'est pas politique. Donc voilà, sauf que là, avec l'IA, moi je dis toujours, on n'a pas fait une convention sur l'intelligence artificielle, on a fait une convention sur le numérique. Parce que ça nous a permis de nous réinterroger sur la question des données personnelles, sur la question de la confiance, sur la question de la transparence, avec des niveaux d'exigence qui sont très intéressants, parce que ça traduit une certaine défiance de la part de nos concitoyennes et concitoyens, mais qui est logique, mais aussi une certaine attente. Et après, de comprendre comment ça se déploie dans les services publics, parce qu'on a beaucoup parlé, et c'est ce qui a donné lieu à cette convention citoyenne, à ce sujet d'IA générative, mais ce côté-là, ça nous a permis d'ouvrir plein de possibles et plein de spectres, et surtout plein d'interrogations. Et la possibilité, enfin, de dire que peut-être que quand on dit le numérique c'est politique, c'est peut-être plus crédible maintenant parce que ça fait peur ou ça fascine, mais dans tous les cas, ça crée un débat. Et ça c'est important parce que moi je continue à penser que en politique, s'il n'y a pas de clivage, alors on va dire pour être poli, s'il n'y a pas de controverse, c'est pas très politique, quoi. Donc il faut des controverses et elles sont extrêmement importantes. Je pense que sur la question de l'IA, et là ça nous l'a prouvé, la question des libertés publiques, c'est un vrai sujet d'appropriation. Alors évidemment, on a pour quelques-uns que ça intéresse la question des JO et des exceptions sur la question de la vidéosurveillance, mais c'est plus large que ça. On est sorti de la vidéosurveillance à papa. Et si vous utilisez ChatGPT, alors je crois que c'est sa version payante, mais je finis sur cet exemple-là, mais qui pour moi est extrêmement éloquent si vous voulez voir les capacités de la chose en un usage qui est libéré à tous et usage à tous. Vous faites une photo, vous lui demandez d'écrire la photo, et là, je peux le faire avec la salle, mais ça va pas apparaître directement, c'est absolument fascinant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elle va décrire, elle peut vous dire le nombre d'hommes, de femmes, de gens qui ont une veste rose, et je salue Constance Nebula qui est devant moi et que je viens de voir à l'instant, elle va pouvoir décrire le nombre d'hommes, de femmes, quasiment leur comportement. Alors si vous êtes statique, non, mais oui, monsieur est assis accoudé, et il va pouvoir d'une certaine façon le décrire avec une telle précision que une fois que vous avez fait l'exercice et que vous le reportez sur de la vidéo en temps réel, en fait, on prendra les termes qu'on veut, mais la machine, elle comprend, et vous pouvez lui demander absolument ce que vous voulez, de décrire absolument ce que vous voulez, quelqu'un qui dépose ses ordures à un moment où il ne faut pas, quelqu'un qui est en état d'ébriété, mais aussi quelqu'un qui manifeste et sa couleur politique. Il faut qu'on aille en Bretagne. Je vais commencer par Jérôme Tréhardy. Vous, sur l'association des citoyens, vous avez plutôt déjà commencé sur votre feuille de route Dataïa, par associer des parties prenantes qui sont déjà dans la gouvernance de la collectivité. On pense aux agents, aux élus et aussi à différentes structures qui existent dans la collectivité.
Alors oui, effectivement, nous, on est en train de poser, de travailler. C'est encore un travail en cours. On va débattre ça dans l'Assemblée régionale d'ici la fin de l'année, de poser une feuille de route sur la donnée et l'IA, et qui s'articule avec notre stratégie sur le numérique et la cyber. Tout ça est très lié. Comme je vois qu'on est tenu par le temps, je vais essayer de... C'était pas un... Non, mais non, je sais bien. Donc, non, juste de dire que nous, de la façon dont on aborde les choses, il y a un triptyque en fait. Il y a d'abord la dimension interne. C'est-à-dire que le fait de poser ce sujet-là permet de diffuser une culture au sein du conseil régional autour de la donnée. Pourquoi c'est important ? Et pourquoi le président de région est un président qui est très très moteur sur le sujet, et c'est parce que la donnée doit nous permettre d'objectiver nos politiques. Et donc là, on revoit le rapport aux citoyens. C'est-à-dire qu'une des choses qui m'ont marqué en tant qu'élu, c'est que souvent on peut se détacher d'une réalité du terrain parce qu'il y a les services, parce qu'il y a l'administration, parce qu'on s'éloigne des choses. Et donc en fait, ça nous permet de nous réapproprier et de bien objectiver les décisions politiques qu'on prend pour être le plus à même de rendre service aux citoyens. Je reviens par rapport à mon propos tout à l'heure, de suivre nos politiques et de rendre compte. Et je pense que ça, c'est extrêmement important qu'on puisse diffuser cette culture, cette façon différente de faire de la politique, qui interpelle mes collègues de l'exécutif, qui ne sont pas forcément toujours à l'aise et qui se sentent dépossédés, parce qu'on est tous convaincus du sujet dans cette salle, mais il faut bien comprendre que ce sujet de la donnée amène beaucoup de fantasmes. Et donc je pense que c'est pour ça, je faisais tout à l'heure la mention des grands sujets auxquels on parle de l'intelligence artificielle, entre autres, et tout ça. C'est qu'il faut savoir raison garder, je pense. Faire de la donnée pour de la donnée a peu d'intérêt. L'intérêt, c'est faire de la donnée pour quoi faire. Et donc, c'est important pour nous déjà de diffuser cette culture, d'enlever les fantasmes et d'être au service d'une politique et au service des citoyens. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que comme vous l'avez rappelé, et comme je l'ai dit, moi, je suis intimement convaincu de la nécessité de la coopération. C'est-à-dire que quand on parle de la donnée sur un territoire comme la région Bretagne, on a beaucoup d'acteurs, on a d'autres collectivités. Souvent, la région est vue comme un acteur descendant, c'est-à-dire qui pose un cadre et qui impose, entre guillemets. Et je pense que, en tout cas, sur les sujets que je porte, j'essaye d'avoir un travail de coopération. C'est pour ça que je suis très content je le redis encore une fois, d'être à côté de Pierre. C'est parce que on a des collectivités qui sont très allantes et très, d'ailleurs, en avance sur même ce que nous, on peut faire au niveau du conseil régional, mais aussi des acteurs qui sont partie prenante dedans. Et donc, je pense que cette dimension externe de notre stratégie doit se travailler en coopération, parce que on est maître chez soi. Enfin, je veux dire, c'est pas nous qui allons dire il faut traiter les données de telle façon et tout ça. Donc, j'assistais avec beaucoup d'intérêt à la table ronde quand je suis arrivé sur le fait de légiférer. Ça me permet de saluer également Constance, le fait de légiférer sur ce sujet-là. Je ne vais pas ouvrir la boîte de Pandore qui était ouverte tout à l'heure, donc je la referme. Mais en tout état de cause, je pense qu'il est extrêmement important de pouvoir gérer comme on l'entend, d'avoir en toile de fond cette interopérabilité, et je pense quand même d'avoir une philosophie commune, une charte éthique un petit peu. Et c'est pour ça que notre stratégie qu'on est en train de poser, on la pose un peu en parallèle avec Rennes Métropole, c'est-à-dire qu'on a une temporalité un peu similaire, ce qui nous permet de travailler ensemble et de réfléchir ensemble sur ces aspects-là. Et donc... Et puis le dernier point qui est important pour moi aussi sur se poser ce sujet de cette stratégie, mais je l'ai un peu abordé tout à l'heure, donc je vais aller très rapidement, c'est vis-à-vis du citoyen, pour le coup, c'est prendre une parole politique et pouvoir, j'ai pas la réponse. Enfin, moi, je vous dis très franchement, les sujets de l'IA, est-ce que ça va enlever... Enfin, je suis très humble et très modeste sur ces sujets qui arrivent très vite et de bien malin qui a la vision de ce que ça va être demain et tout ça. En tout état de cause, je pense qu'on doit avoir un débat et je suis assez d'accord sur le fait de ne pas être d'accord, d'avoir des contradictions, mais d'avoir un débat. Et donc, le fait aussi de poser ce sujet-là sur la table va permettre en termes de collectivité d'avoir une parole publique, mais ça, je l'ai déjà dit, et donc de pouvoir faire prendre conscience aux citoyens. Et c'est pour ça que dans cette stratégie, nous, on veut travailler sur des cas très concrets. Les compétences du conseil régional, on a notamment les mobilités. Et donc, les mobilités sont un sujet structurant dont on entend beaucoup parler actuellement. On regarde des grandes transformations qu'on est en train de vivre et que nécessitent les transformations écologiques, entre autres. Et je pense qu'au travers de cas concrets, on peut aussi travailler à cette prise de conscience et à cette éducation. J'aime pas trop éducation
simplification parce que je trouve que c'est un côté un peu, là encore descendant, mais une prise de conscience commune des enjeux de la donnée. Et notamment, nous, on a un actif qui s'appelle Corrigo. La carte Corrigo, c'est un peu comme le Pass Navigo sur l'Île-de-France. Donc, c'est une carte qui permet les mobilités, mais derrière, sur lequel on va travailler au développement de la dimension servicielle. C'est-à-dire qu'avec cette carte-là, on pourra aller à la piscine, qu'on soit à Brest, qu'on soit à Saint-Brieuc, qu'on soit à Rennes, on pourra l'utiliser pour aller à la bibliothèque. Enfin voilà, avec cet objet-là, d'avoir cette dimension de service rendu. Et pourquoi j'en parle? C'est parce qu'au travers de cette carte-là, on veut aussi y insuffler une dimension d'usage de la donnée. C'est-à-dire de pouvoir dire, ben voilà, vous êtes maître de votre donnée, vous donnez de la donnée, quelle est-elle? Et surtout d'avoir une parole encore politique qui me semble très intéressante, c'est de pouvoir dire, ben nous on pourrait faire tout ça, mais on s'y refuse pour des raisons éthiques et on s'arrête là. Et donc je trouve qu'à travers ce cas très concret, on est capable aussi de pouvoir dialoguer avec le citoyen pour aussi lui faire prendre conscience de ce qu'il donne comme données par ailleurs. Donc voilà un peu les différents éléments sur lesquels on est en train de travailler. On va terminer le tour des tables des actions et puis je vous ferai un retour sur les enseignements, mais très rapide puisqu'il nous reste 10 minutes. Et Pierre Janin, je suis désolé il va vous rester assez peu de temps, mais racontez-nous un peu la concertation sur la stratégie de la donnée. Il vous reste 10 minutes, allez-y. Ça me va largement. Je serai un très... Déjà, je vais saluer Constance aussi, comme tout le monde. Je pense qu'il faut que je commence par ça. Non, je reviens un petit peu à l'historique de la consultation citoyenne. Donc, je reprends. J'ai tout écouté. Je reprends pas juste mon fil pour vous soyez collés à mon histoire. Mais donc, consultation 5G. Une des propositions des citoyens, c'est on veut continuer. C'est super de débattre sur le numérique. Donc, en gros, c'était numérique responsable, donc il y a des enjeux autour du numérique dont on a parlé, sociaux, écologiques, éthiques. Et puis un truc qu'on veut faire, c'est on veut continuer à être consulté. Donc on a créé le Conseil citoyen du numérique responsable, enfin c'est un nom un peu long. Et l'idée, c'est une instance pérenne de consultation des citoyens et des citoyennes, qui a démarré il y a 2 ans et demi, et on a abordé des sujets dont l'impact de la dématérialisation des démarches administratives, et puis l'intelligence artificielle, sur lequel ils ont travaillé il y a à peu près 1 an et demi. Ils ont sorti un rapport, et puis voilà, donc on a continué, ça continue. On a eu une réunion la semaine dernière, on continue sur d'autres sujets, et on leur a proposé pour comme le disait Jérôme, pour la définition de notre stratégie données et usage, algorithme, IA, on leur a proposé de travailler sur ce sujet data. Donc on a créé un groupe de travail avec des membres du citoyen du CCNR et d'autres personnes de la métropole. Et ils ont sorti un rapport. Là, il est moins beau que celui de Manu, mais enfin, j'ai mis dans une pochette verte, donc déjà c'est plus sympa déjà. C'est du old style, ouais. Et donc ils ont fait un rapport sur leur vision citoyenne de la data, avec globalement, je fais un résumé, un premier point qui est c'est cohérent avec tout ce qui a été dit. La donnée au service des usages. Alors, encore une fois, nous, on est Manu, Jérôme, moi, Francky, Constance, on est des élus. Donc, on parle d'une politique publique. Donc, on se met dans ce rôle des garants d'une politique publique. Donc, c'est la donnée au service de l'intérêt général. Donc, ça revient régulièrement. On le voit. Il souligne cet aspect-là. Deuxième aspect, c'est de travailler sur la formation, la sensibilisation aux enjeux, la communication, l'encapacitation du territoire sur ces enjeux de la donnée et de l'IA. Transparence, c'est le troisième point qui revient, qu'on retrouve dans toutes les démarches qui ont été... mais c'est important que ça vienne de manière non biaisée des citoyennes et des citoyens. Transparence sur les usages, sur les données, l'accès aux données, on l'a parlé tout à l'heure aussi dans le cas du Health Data Hub. Et puis, quatrième point, le besoin d'un contrôle citoyen, contrôle au sens positif, d'un suivi, d'un contrôle démocratique. Donc, d'être là tout le temps à voir comment ces usages évoluent, comment la donnée évolue et, par rapport à l'intérêt général, et de rester vigilant
Alors les mots sont un peu durs, contrôle, vigilance, mais c'est vraiment cet aspect démocratique. C'est finalement réinventer un modèle démocratique, alors qui n'est pas en compétition avec la vision du service public qui peut être garant. On parle souvent de ça, du garant de la politique publique. C'est de rajouter cette vision de contrôle, de suivi avec les citoyens, mais aussi, donc peut-être deux aspects avant de finir mes 10 minutes de parole. Là. Enfin, je suis à combien là? Combien il me reste 5, là je suis large. Un premier aspect qui est les démarches citoyennes sont importantes, mais ce qui est important globalement, c'est de consulter les acteurs, les différentes voix du territoire. Hein. Je vois Hervé, là, je pense aussi, on a envoyé la première version de notre charte de la donnée des usages aux acteurs, aux principaux partenaires et acteurs du territoire, quels qu'ils soient et quelle qu'elle soit. Et puis, deuxième point, ce qu'on voit aussi poindre, et on a eu ce mot-clé dans notre discussion, derrière la donnée, il y a les usages, et derrière les usages, entre la donnée et les usages, il y a les algorithmes. Et je pense que quand on parle des data, on parle aussi des algorithmes, et on voit émerger comme problématique aujourd'hui aussi, toute cette problématique, on en a parlé il y a quelques semaines, des biais associés aux algorithmes. Hein. On a les exemples de la CAF, on a les exemples de Pôle emploi, on a les exemples de Parcoursup qui peuvent poser des problèmes et qui sont importants. Donc on doit avoir aussi ce contrôle démocratique des acteurs, de l'algorithme, des données, de leur usage et des algorithmes qui sont entre les deux. Ok, alors là, le troisième partie, c'est de revenir sur un peu les enseignements et de nous présenter. Alors, on va le faire très court. Je vous propose que chacune d'entre vous, vous partagiez une idée clé, une idée forte, un truc que vous voulez faire passer de ce qui vous semble important dans le fait d'associer les citoyens à la gestion des données. Et il va falloir être super court, je suis désolé, pour qu'on prenne une question de la salle, parce que comme c'est un débat quand même sur des questions de participation citoyenne, juste ça la fout mal si je pose pas une question de la salle. Je vais plus être invité à ce genre de truc. Manu ? Eh bien, essayer de tirer des conclusions d'une convention citoyenne. En l'occurrence, c'est comment on pérennise la démarche. On va initier, là, dès octobre, on va voter un comité métropolitain de l'intelligence artificielle qui va associer tous les acteurs pour voir le suivi avec un droit d'autosaisine, pour le coup, pour ce qui concerne en tout cas nos services publics, et la volonté de faire vivre l'écosystème et de réfléchir ensemble. Parce que je pense que dans cette révolution-là, ce qui est important, et effectivement, la question des usages, c'est que finalement, pour ce qui concerne l'IA générative, pour faire court, parce qu'on pourrait le faire sur d'autres choses, mais là, c'est très, très visible, il va falloir commencer par les usages parce qu'il reste à inventer, il reste surtout à débattre de ce qu'on veut en faire, de comment on veut l'utiliser, de comment on peut faire la chose. Et puis le point... Je crois que c'était une idée. Formation, acculturation. Nous, on a lancé les halles de l'IA pour, à un moment donné, les halles de l'intelligence artificielle pour dans chaque métier, de la santé, en passant par la créativité, le marketing, pour pouvoir discuter chacun de son côté et tous ensemble. Donc, moi, je dirais que il faut pouvoir faire de l'information, si possible, de l'information pédagogique et arrêter de penser qu'il y a 1, 2 ou éventuellement 3 acteurs qui pourraient le faire parce qu'ils seraient éventuellement plus légitimes, parce que c'est toujours aux autres de le faire. Je crois juste que c'est une responsabilité collective et qu'il ne faut pas en faire donc un sujet secondaire. Il appartient à tous de faire de cette information pédagogique sur l'utilisation des données. Et je défends plus particulièrement ma paroisse, évidemment, les données de santé pour la recherche. Moi, je dirais partir des besoins de la base, c'est-à-dire connaître sa base. Nous, par exemple, à Bruxelles, on est une ville extrêmement multiculturelle et avec un 40% de gens en décrochage numérique. Et donc, c'est 40%, quoi. Et donc, ça veut dire aller dans les associations, leur poser la question, vous voulez savoir quoi ? C'est quoi votre besoin ? Et d'essayer déjà de faire remonter ça et visibiliser. Parce que nous, on l'a vu avec les Data Walk et d'autres formats, ce qui marche le mieux, c'est ce qui permet aux gens de faire société chez eux. C'est-à-dire d'avoir des formats où ils se rencontrent, où ils parlent et où ils sont fiers de ce qui est fait chez eux. Et je trouve que chez nous, en tout cas, les villes ne mettent pas assez en avant ce qui est fait de façon à ce que les citoyens soient fiers en fait, d'appartenir à ce projet. Donc, voilà. Moi, j'ai l'intime conviction, et j'en parlais justement avec quelqu'un de la région de Corse, c'est que c'est un enjeu de pouvoir.
voilà, en tant que collectivité, et on produit beaucoup de données. On ne sait pas qu'on les produit toutes et on ne se rend pas compte du pouvoir qu'on aurait entre les mains d'avoir une pleine connaissance de toutes les données qu'on produit. Donc mon enseignement premier, et c'est pour ça que tout le reste à mes yeux découle, pas le pouvoir dans le sens j'ai le pouvoir sur l'autre, mais c'est le pouvoir d'être pleinement maître de son destin et de ce qu'on met en place. Et donc je pense que la donnée nous permettra ça si elle est bien structurée, en tout cas au niveau de la région Bretagne. Moi, si je reviens sur l'idée de l'association des citoyens-citoyennes à la gestion des données, je dirais c'est pas facile. C'est dur même. C'est dur parce que ça nécessite un changement de mode de fonctionnement. Il faut qu'on change nos algorithmes en tant qu'élu. Et je vois mon collègue qui est directeur de la DSN Rennes Métropole, bonjour Jocelyn. Aussi changement de mode de fonctionnement dans les services. On a tous à changer nos algorithmes pour arriver à faire en sorte que ça marche. Alors ça veut dire quoi que ça marche? Que quand on va consulter les citoyens, les citoyennes, on tienne compte réellement, il y a une vraie honnêteté, un engagement à tenir compte. On a parlé de la Convention citoyenne sur le climat comme un mauvais exemple. Il faut qu'on fasse attention. Ça peut être un atout très fort, ces consultations citoyennes, mais ça a un risque d'éloigner encore plus la confiance. Donc je dirais, attention, faisons ça bien et faisons ça honnêtement et essayons d'en tenir compte dans nos changements de nos logiciels moi-même. On va avoir le temps d'une question de la salle, voire deux, ce qui évitera à Guillaume de devoir choisir. Là, une fois le micro. Ouais, poser les deux en même temps sera bien. Est-ce qu'il marche? Oui, ça a marché. Donc, bonjour, Olivier Radou, directeur d'Equitia. Si j'ai compris, il faut commencer par saluer Constance. Donc, bonjour Constance. La question, elle est assez rapide. Est-ce que vous pensez que c'est les résultats les avis des citoyens dans ces consultations, est-ce qu'ils doivent ils doivent s'imposer à vous, élus, ou est-ce qu'ils doivent toujours rester, j'ai perdu le terme, mais optionnel, c'est pas le terme, vous avez compris? Ok, on va prendre la deuxième question dans la foulée. Oui, pour compléter, en fait, moi j'ai une interrogation, c'est qu'il y a quelques années déjà, vous avez vu la loi Rennes et vous avez dû définir une feuille de route sur le numérique responsable. Et aujourd'hui, effectivement, les IA génératives ont une empreinte énergétique certaine. Et on sait qu'aujourd'hui, quelqu'un qui s'amuse dans son salon à générer une image sur ChatGPT, c'est l'équivalent d'empreinte énergétique de recharger son iPhone pendant une nuit. Donc, je voulais comprendre un petit peu dans comment, effectivement, de manière plus globale, plus générale, du coup, vous adressiez ce dilemme qui est à la fois un numérique responsable et pourtant cette IA qui déferle. Et là, ça va être assez différent de la 5G. C'est-à-dire que la 5G, en fait, les usagers, les citoyens ne voyaient pas trop l'usage dans l'immédiat, sinon qu'en plus, il fallait changer de terminal, alors que sur les IA, elles peuvent toutes faire joujou avec et puis et voir le potentiel et se dire, waouh, il y a quand même un truc formidable derrière tout ça. Donc voilà, c'est un peu ma question. Ouais, on aura une troisième question. On l'a... Je vais répondre hyper court, et puis pour passer le micro après. Moi, je pense que les démarches participatives, on sait, c'est un continuum entre juste on informe et puis on co-décide ou co-construit. Moi, je suis pour pousser le curseur le plus dans la co-construction, la co-décision. Enfin, je vais être provocateur. Moi, je pense qu'un élu est juste un animateur et un garant de certaines valeurs, mais il doit animer ce débat citoyen pour faire remonter. Je provoque un peu. Et après, sur cet aspect IA générative, c'est intéressant parce que on voit. Alors, pour moi, je rejoins Manu, l'IA générative, le numérique, la donnée sont des cas d'usage dans la façon dont on va gérer l'arrivée de nouvelles technologies. On en aura un autre encore l'année prochaine. Entre ce techno-solutionnisme, là, comme on dit, la techno tout le temps pour résoudre tous nos problèmes, et puis une approche beaucoup plus sobre. Enfin, j'aime pas le mot sobriété, mais sur lesquels on s'assure qu'on utilise dans des bonnes conditions. L'IA générative, on doit aussi se poser ces questions-là, et rapidement, parce que ça va vite. Juste pour rebondir sur ce que disait Pierre, sur l'engagement, désengagement, effectivement, éviter le fait qu'après l'engagement, il y ait
la désillusion, le désengagement, le rendre compte qui n'est pas là. Moi, il y a un sujet qui m'anime, vous le savez, sur l'IA. On parle beaucoup de transparence pour me mettre en confiance, mais la redevabilité. Je n'arrive pas à définir ce concept. Je n'arrive pas, enfin, on en parle, on le voit poser parfois sur certains documents. Moi, la redevabilité dans le domaine de l'intelligence artificielle, je pense que c'est un sujet qui nous arrive et qui répond à ce que tu dis. Comment, à un moment donné, nous, collectivités, territoires, élus, services, on est redevable d'une IA qui va prendre des décisions, avoir un impact sur le quotidien sur lequel on n'est pas forcément en explicabilité des intelligences artificielles. Là, je regarde avec un œil à Pierre qui connaît bien ces sujets en tant que chercheur. On est loin même d'avoir les outils technologiques et scientifiques pour assurer, si j'ai bien compris, mais je sais qu'on y travaille, ce concept de redevabilité. Oui, juste un mot par rapport à la question d'Olivier sur la question de l'intérêt de la chose, parce qu'effectivement, Emmanuel Macron a quelques difficultés avec sa convention citoyenne, mais en tous les cas, il a créé un objet politique. Moi, je suis écolo, il se trouvait que les écolos étaient très dubitatifs sur la démarche, parce que la convention citoyenne, sur le climat, on pensait qu'elle allait remonter l'eau froide. Et en fait, d'une certaine façon, elle l'a faite. Mais elle l'a faite avec la puissance d'une convention citoyenne, avec la légitimité d'une convention citoyenne, en créant un objet politique. Et typiquement, cette convention citoyenne sur l'IA à Montpellier, c'est devenu un objet politique, dont on a à se saisir ou pas, mais dont notre opposition pourrait se saisir pour nous dire vous l'avez fait, vous l'avez pas fait, mais dont vous, à travers, y compris en France et sur le territoire, tout le monde peut s'en saisir en disant il y a sorti ça, et qu'est-ce que vous en faites? Donc c'est un objet politique, donc c'est un sujet de débat, donc c'est un support, et à partir de là, on peut faire des choses quoi qu'il arrive, et c'est pour ça que c'est utile. Je crois qu'il y aura des annonces sur ces questions-là de concertation sur les sujets d'IA demain. Donc ça continuera les débats et je pense qu'on aura plein de choses à se... On avait déjà pas mal de choses à se dire cette année, mais l'année prochaine, il y aura vraiment encore beaucoup plus de choses à se dire sur ces questions-là. Je vous remercie et bonne journée.